invitation à la continuation de l'armorial de l'ancien duché de Savoie, qui me vaut le privilège de vous présenter son initiateur, qui est donc notre conférencier de ce soir, Thierry Gantelet, comme l'a rappelé Laurent, d'Asnières de Vichy. Les Gantelet sont originaires d'Hauteville-sur-Fière, où le premier que l'on connaisse, un certain Pétromant Gantelet, vivait en 1561. Ce simple paysan aisé eut deux fils, Nico et Georges. Nico est probablement l'ancêtre de tous les Gantelet répandus aujourd'hui en Savoie, et donc l'ancêtre de notre président Laurent Périllard, dont la maman est une Gantelet. L'autre, Georges, fut la personnalité émergente de la famille, devenant notaire, économe du collège chapuisien à Annecy, fermier de plusieurs seigneuries et munitionnaire du fort de l'Annonciade près de Rumilly. Ce sont les fils de ce Georges qui furent anoblis en 1615 pour leur bon service dans les armes et dans les lettres. L'un d'eux, Claude, devint trésorier du Genevois. Il eut un fils, Georges, qui épousa en 1659 Anne d'Asnières. Alors, Anne d'Asnières était dame de Végy, donnant ainsi naissance au Gantelet d'Asnières, en faveur de qui, 3 générations plus tard, Végy fut érigée en baronnie. Ainsi s'est mise en place l'identité de notre conférencier Thierry Gantelet d'Asnières, baron de Végy. Le premier baron de Végy eut 19 enfants. Thierry a été beaucoup moins prolifique, dont l'un se nommait Valentin. Figurez-vous qu'en 1760 se tint à Rumilly une réunion de la noblesse locale à laquelle participait Valentin. Et cette réunion devait être agrémentée par les violons du régiment stationné dans la ville. Or, il n'y eut point de musiciens, car les militaires se trouvèrent être d'astreinte, comme on dirait aujourd'hui. Il s'ensuivit une altercation entre les nobles présents à cette réunion et l'officier qui commandait le régiment. L'affaire prit de l'importance et les nobles furent envoyés pour quelques jours de détention dans les cachots de Miolan. C'est pour échapper à cette perspective que Valentin d'Asnières prit la fuite et alla se réfugier en France, où ce garçon intelligent eut une destinée brillante, puisqu'il devint écuyer du comte d'Artois, frère de Louis XVI, avec le privilège de pouvoir déjeuner à sa table. Très à l'aise financièrement, il sut se montrer généreux avec sa famille restée en Savoie, et en 1775, il racheta la baronnie de Végy à son frère aîné. Il fut naturalisé français en 1787 et fut reconnu l'année suivante comme membre de la noblesse française. Il mourut en 1790. Son fils Claude, dont tous les enfants étaient nés à Paris, partit s'établir en Algérie peu après 1835. En Algérie, où son épouse fut directrice d'un pensionnat de jeunes filles à Alger. Sur leurs 4 enfants, Adolphe devint un notable, ayant obtenu la concession d'un domaine de 160 hectares dans le Constantinois. Il fonda un journal, devint maire de Gigel, fut vice-président du Conseil général et membre du Conseil supérieur de l'Algérie. Il mourut en 1898 à Béjaïa. Son petit-fils, nommé Adolphe comme lui, fut rappelé en métropole par la Première Guerre mondiale, au terme de laquelle il ne rentra pas en Algérie, mais s'établit à Marseille, où il se maria et devint brigadier de police. C'est le grand-père de Thierry. Thierry, dont les parents ont été enseignants à Marseille, où lui-même est né en 1961. Lors de ses études à l'école hôtelière de Nice, il rencontra une fille qu'il épousa et qu'il amena en Savoie, car elle était de Crangevrier. À Cran,
Thierry commença, en 1980, à faire des pizzas dans une fourgonnette sur un trottoir de l'avenue de la République, en face de l'église de Mozinges. Ainsi naquit l'enseigne Pizza Pepone, brillante réussite commerciale, très connue dans la région et très appréciée des amateurs de pizza. Mais en arrivant à Cran, Thierry ignorait qu'il était d'origine savoyarde et ne se doutait pas le moins du monde qu'il était baron. Un jour de 1993, une cousine venue déjeuner dans sa pizzeria lui parla des origines de la famille, lui révéla que la tombe des ancêtres était au cimetière d'Hauteville-sur-Fière et lui fit passer une photocopie en noir et blanc de la notice que le comte de Forat avait consacrée à la famille Gantelet dans son célèbre armorial et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie, qui était paru à partir de 1863. Pour Thierry, ce fut un choc. Il fit la connaissance des Gantelet de la région. Lors d'une réunion chez Léo Gantelet à Sénaux, Laurent Périllard, neveu de Léo, expliqua que la famille à laquelle ils appartenaient n'était absolument pas noble, contrairement à ce très très lointain cousin qui vendait des pizzas à Cran. En 1999, Laurent Périllard prononça à l'Académie Floris-Montane une conférence intitulée « 3 exemples d'ascension sociale au XVIe et XVIIe siècle, les familles Lattard, Gantelet et Godet ». Cette conférence permit à Thierry de comprendre comment ses ancêtres avaient accédé à la noblesse. De plus, Thierry eut la chance de se voir offrir par sa femme un exemplaire original des 6 volumes du premier armorial du comte de Forat. Dès lors, il voulut reconstituer sa généalogie pour savoir comment il se rattachait au Gantelet d'Asnières, étudié par Forat. Ce travail lui révéla que la fille de son ancêtre Valentin avait épousé le général Belgrand de Vaubois, comte d'Empire et pair de France, dont le nom est gravé sur l'arc de triomphe de l'Étoile à Paris. Fasciné par le personnage, il en établit la généalogie jusqu'à nos jours, soit 1950 descendants identifiés, ce qui donna naissance à un superbe volume de 500 pages intitulé « Vaubois, général de Napoléon ». Très à l'aise désormais avec la généalogie, Thierry eut l'audace et le courage de se lancer dans ce que tout le monde attendait, mais que personne n'avait jamais osé entreprendre. Poursuivre le travail du comte de Forat pour mettre à jour la généalogie des familles de la noblesse savoyarde qui subsistent aujourd'hui. Le pari paraissait intenable. Il est d'ores et déjà gagné. Un premier volume est paru en 2020. Le deuxième a été publié en 2024 et le troisième, dont la jaquette est déjà faite, mais pas encore le contenu, est en cours de préparation. Donc il ne nous reste plus qu'à écouter l'auteur, nous présenter de lui-même son travail et nous dire tout l'intérêt que ce travail présente pour la recherche historique. Alors bonjour à tous et merci infiniment de votre présence. Je voudrais tout d'abord remercier le président d'honneur Christian Regard pour sa bien trop flatteuse présentation. Je voudrais ensuite remercier doublement le président Laurent Périllard, premièrement pour son aimable invitation et deuxièmement pour son aide dans le déchiffrage des documents anciens pour la continuation de l'armorial malgré son emploi du temps très chargé. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des sociétés savantes qui suivent, adhèrent et souscrivent à la continuation de l'armorial, et elles sont très nombreuses.
et bien sûr ceux de leurs sociétaires qui souscrivent fidèlement. Mon propos ce soir va s'articuler ainsi. Alors, historique de l'armoriale immobilière de l'ancien duché de Savoie du comte Amédée de Foras et ses continuateurs, genèse, méthode et outils pour la continuation de l'armoriale de Savoie, synthèse des 2 premiers volumes, travaux en cours pour le 3e volume, conclusion et questions. Comme vous le savez tous, ici, le comte Éloi Amédée de Foras est l'auteur de l'armoriale immobilière de l'ancien duché de Savoie. Ce monument d'héraldique et de généalogie, dont l'édition a duré près de 80 ans, entre 1863 et 1938, est divisé en 6 volumes, soit 5 tomes et un supplément, comprenant au total plus de 2500 pages, traitant l'histoire et la généalogie de 800 familles nobles savoyards. Cet ouvrage d'exception qu'il a écrit dans son château de Thuisé près de Thonon a été la préoccupation de toute sa vie. Il y a apporté le plus grand soin et la plus grande rigueur. Une kyrielle d'articles élogieux ont encensé l'armorial et son auteur. Dès 1866, le généalogiste et héraldiste Vialet de Virville, membre de l'Académie de Savoie, disait de l'œuvre de Foras « L'armorial de Savoie est le plus beau livre de ce genre qui est paru depuis l'invention de l'imprimerie. » François Munier, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry, président de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, s'exprimait ainsi. « L'œuvre de M. de Foras, disait-il, est le travail patient et désintéressé d'un savant qui a fouillé toutes les archives du pays, publiques et privées, après avoir bu longuement à toutes les sources de l'érudition. » Ici, 3 parchemins de 1467, 1362 et 1425 qu'Amédée de Foras a déchiffrés et visés de sa marque. François Munier renchérissait dans une autre revue en disant « L'armorial n'est pas seulement un ouvrage de patiente et de solide érudition, c'est aussi un véritable monument d'art héraldique. » Plus tard, Max Bruchet, archiviste de la Haute-Savoie, affirmait « Le comte de Foras mérite à juste titre de figurer avec Pingon, Guichenon et Cibrario dans la galerie d'honneur des historiens nationaux. » Le général Paul-Émile Bordeaux, membre de l'Académie Florimontane, écrit dans les pages de l'Académie de Savoie en 1933 un texte de 33 pages commémorant le centenaire de la naissance du comte Éloi Amédée de Foras, et fait l'éloge non seulement du personnage, mais aussi de son œuvre majeure, l'armorial de Savoie, sans oublier aussi son précis d'héraldique intitulé « Le blason ». Enfin, Gaston Saffroy, auteur de la bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France, dit de l'œuvre du comte de Foras « L'armorial de Savoie est le plus beau des nobiliaires français, autant pour la typographie que pour les illustrations. Cet ouvrage, continué par le comte de Maréchal, le comte de Viry et le baron d'Ivoire, est aujourd'hui interrompu, mais provisoirement, nous l'espérons. » L'ascension du plus haut sommet de la généalogie et de l'héraldique savoyarde ne s'est pas accomplie sans douleur. En effet, l'arrière-petit-fils d'Édouard Allier, l'imprimeur grenoblois de l'Armorial, nous livre à travers une conférence qu'il a donnée à l'Académie Delphinale en 2003 les échanges émouvants de sincérité issus de la correspondance entre Amédée de Foras et Édouard Allier. Les premiers contacts datent de 1860. Ce prospectus, retrouvé dans les archives familiales des Morand de Confignon, indique qu'au départ, Foras veut traiter la généalogie et l'héraldique de 800 familles en 2 volumes seulement, de 600 et 700 pages chacun. En grossissant le prospectus, on peut lire ensemble, si vous le permettez, cet ouvrage qui formera 2 magnifiques volumes in-folio de 6 à 700 pages chacun, paraîtra par livraison de 16 à 24 pages, qui se succéderont aussi régulièrement qu'on peut le désirer dans une publication de ce genre. Il sera splendidement édité avec des caractères entièrement neufs.
L'ouvrage sera enrichi d'un frontispice dont la gravure sur bois est confiée à M. Dardelet, de lettres ornées de fleurons et de cul de lampe dont les dessins est composé exprès. Le papier fait à la main, spécialement pour l'ouvrage, portera en filigrane les mots armorial et nobiliaire de Savoie. Il a même l'intention, comme vous le découvrez ici, ce que peu de personnes savent aujourd'hui, de reproduire un armorial supplémentaire qui contiendrait les armoiries des familles alliées à la noblesse de Savoie. Donc, je vous le lis, hein, un armorial supplémentaire contiendra la description de la généralité des armoiries des familles étrangères à la Savoie qui ont fourni des alliances ou qui figurent dans les quartiers de la noblesse savoyarde. Alors ça s'est jamais produit, mais en tout cas, il en avait l'intention. Mais Foras se rend vite compte que son projet, de l'infaisabilité de son projet initial. Et c'est sans le savoir et en totale syntonisation avec Foras que nous avons inclus dès le premier volume les armoiries des familles alliées. Finalement, le duo Allier-Foras est prêt à lancer une souscription et décide que l'édition ne commencera qu'une fois atteint le nombre de 250 souscripteurs, recueillant environ 40 000 francs de provision. L'idée consiste à éditer des livraisons de 20 à 24 pages au prix de 3 francs et de les expédier aux souscripteurs qui paieront au fur et à mesure à réception. Le prospectus est imprimé en novembre 1860 et Foras félicite l'imprimeur, parce qu'il faut que je rajoute que en fait, le prospectus que je vous ai montré, c'est le premier feuillet. Les deux autres feuillets que je n'ai pas en ma possession sont illustrés, magnifiquement illustrés, et c'est ce que Foras dit. Foras félicite l'imprimeur en ces termes. « Je suis vraiment heureux de n'avoir que des compliments à vous adresser sur la bonne exécution de la chromo et la netteté du type. Si tout l'ouvrage est édité aussi soigneusement, sur quoi je compte, cela fera le plus grand honneur à vos presses et à votre caractère, car par le temps d'avidité et de pacotille qui court, on trouve bien peu d'artistes travaillant au chef-d'œuvre, comme au Moyen-Âge, l'époque des belles choses. » Mais 8 mois plus tard, Foras se plaint du peu de souscriptions recueillies. Allier lui écrit en novembre 1861 en ces termes. « Nous avons grand peur de trouver un peu éteint en vous le feu qui vous animait l'an passé. » Noël 1861, Foras a récolté 114 souscriptions seulement. Il n'a pas le moral. Allier le réconforte en lui disant qu'il va prospecter en Piémont et en France et compte bien rapporter 80 souscriptions supplémentaires. Finalement, on atteint le nombre de 309 souscripteurs. Les deux protagonistes décident de lancer l'édition en avril 1862. Foras écrit à Allier en juillet 63 et lui dit « Ne perdez pas patience, car je vous jure que cet ouvrage me rendra peut-être fou. Je ne pense qu'à lui, je n'en dors pas. Blason, texte, papier dansent devant mes yeux toute la nuit, et je suis sûr que notre armorial me conduira dans la tombe 10 ans avant mon terme. » À son décès le 31 décembre 1899, âgé de 69 ans, le 4e volume en est à la lettre M. 3 continuateurs vont prendre le relais. D'abord le comte maréchal de Luciane. Ici, en 1901, il écrit depuis son château de Bavoz à Billem au chef de la maison de Morand-Confignon pour demander des précisions généalogiques. C'est lui qui présentera à l'édition le 4e volume, achevé d'imprimer en 1910. Il arpentera assidûment et sans faillir le même chemin que son mentor jusqu'à son décès en 1931. Puis le comte de Viry prend le relais de la même manière. Le 5e volume est énorme, 712 pages. Le comte de Viry présentera à l'édition les livraisons de la page 105 à la page 552. Le solde de la page 553 à 712 sera présenté par le baron d'Ivoire. Le total des 5 volumes représente 2646 pages au lieu des 1400 prévus initialement.
Le comte de Viry décède en 1941 et le baron Félix Bouvier d'Ivoire se retrouve seul aux commandes. Il est en charge de faire publier le supplément qui étudie 500 familles. Mais il est fatigué et ne trouve pas de continuateur pour œuvrer après lui. Les dernières livraisons du supplément ont paru en octobre 1952. 2 lettres de l'alphabet seulement ont été traitées, A et B. Le supplément, à peine entamé, s'arrête à Blanchard. Face à la longueur de l'édition, s'étalant sur 90 ans, au décès des premiers souscripteurs, à la lassitude de certains et au fait que beaucoup avaient déjà eu leur notice familiale dans les volumes parus, le tirage du supplément initialement prévu à 310 exemplaires, correspondant au nombre des souscripteurs, ne fut tiré qu'à 250. Aujourd'hui, d'après Allier, il ne reste probablement pas plus de 180 exemplaires complets des 6 volumes. Le principal souci de l'auteur de l'Armorial était que son œuvre perdure. C'est ainsi qu'il l'exprime dans son premier volume. Les plus patients efforts, dit-il, et la plus longue vie n'auraient certainement pas suffi à rendre mon nobiliaire complet. Aussi, que d'autres, profitant de ce premier travail, viennent enrichir le nobiliaire de Savoie de leur part de labeur et de découvertes heureuses. C'est là mon souhait le plus vif, et mes travaux alors ne seront pas inutiles. Il confirme son souhait au 5e volume de son ouvrage lorsqu'il présente la notice de la famille Saconnet. Déjà commencé par Samuel Guichenon, nous avons réuni, dit-il, tout ce qui était possible de découvrir en puisant à toutes les sources pour compléter cette généalogie. Et mon unique but est de contribuer à l'histoire du pays, en aidant les chercheurs qui voudront bien me compléter à leur tour. L'Armorial de Savoie semble être une œuvre gigantesque qu'il convient de se transmettre de chercheur en chercheur. Et voilà qu'il est stoppé depuis 1952. Une œuvre aussi magistrale, aussi utile et aussi agréable à parcourir ne pouvait rester indéfiniment en sommeil. Chacun des heureux détenteurs de l'Armorial de Savoie attendait désespérément une suite à cet ouvrage, soit par un descendant de l'auteur, soit par l'un de ses continuateurs. Mais personne n'a saisi son bâton de pèlerin, ou devrais-je dire, sa loupe et ses crayons, pour partir à la recherche de nouvelles découvertes historiques, généalogiques ou héraldiques. Quel dommage! Pourtant, le comte Amédée de Forat, par la qualité de son travail, de sa présentation, de ses recherches, de ses peintures héraldiques, a séduit plus d'un lecteur. Aussi, l'idée de reprendre le flambeau de façon collective par des chercheurs passionnés et aguerris à ce genre de travail fit écho chez certains généalogistes savoyards. Mais avant tout, quelles sont les compétences requises pour succéder à cet auteur et continuer son œuvre? Il y a environ 30 ans, j'ai fait l'acquisition de l'Armorial et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie, du comte Amédée de Forat. Et à l'étude de la notice concernant ma famille, une graine de passion pour l'héraldique, la généalogie et l'histoire a germé en moi. Laurent Périlla, président de l'Académie salésienne, docteur en histoire, paléographe et archiviste, a fini de m'inoculer le virus lors de sa conférence intitulée « 3 exemples d'ascension sociale, les familles Godet, Latard et Gantelet » donnée à l'Académie florimontane au printemps 1999, il y a déjà 26 ans. Dans la notice de la famille Gantelet, le comte de Forat a recensé 108 individus, dont quelques-uns n'ont pas pu être rattachés à l'arbre généalogique. À force de persévérance et à l'apprentissage des nombreuses sources de recherche guidées par quelques personnes qui m'ont apporté leur expérience, j'ai pu recenser 270 membres supplémentaires, soit près de 3 fois plus, portant l'ensemble à 378 individus. J'ai recherché, photographié et archivé 700 actes d'état civil et plusieurs centaines de documents collectés dans les différents fonds, aux Archives nationales de France, aux Archives de l'armée à Vincennes, aux Archives d'État de Turin, aux Archives nationales d'Outre-mer, aux Archives de l'Aisne et bien sûr aux Archives départementales de Savoie et Haute-Savoie. Cette notice qui comptait dans l'Armorial 7 pages s'étale aujourd'hui dans la continuation de l'Armorial de Savoie sur 100 pages.
C'est cette importante mise à jour qui, pour une part, insuffle en moi l'envie de continuer l'armorial de Forat afin d'apporter les corrections et les ajouts aux généalogies des familles subsistantes. Oula. Les principaux traits de caractère pour succéder au comte de Forat et continuer l'armorial de Savoie restent sans nul doute la passion, la détermination et la rigueur. Car sans elle, cet ouvrage chronophage, méticuleux et précis, ne pourrait être exécuté par un professionnel qui ne pourrait recevoir une rémunération équivalente au temps nécessaire à son élaboration, car ce véritable travail de bénédictin ne peut être accompli que par une personne laborieuse et désintéressée travaillant en total bénévolat. Durant 8 années, j'ai fait des recherches sur la descendance d'une dame de la famille, Catherine Françoise de Gantelet-d'Asnières de Végy, mariée au comte Claude-Henri Belgrand de Vaubois, comte de l'Empire, général de Napoléon, pair de France, sénateur, gouverneur de Malte, chevalier de Saint-Louis et de la Couronne de Fer, grand officier de la Légion d'honneur, dont le nom est inscrit à l'Arc de Triomphe à Paris. J'ai publié les résultats de mes recherches en 2014 à compte d'auteur aux éditions du Guy, sous le titre « Vaubois, général de Napoléon, généalogie, histoire héraldique », en utilisant la méthode du comte de Forat en ce qui concerne les tableaux généalogiques. Le livre présente les tableaux généalogiques de 2000 descendants s'étalant sur 10 générations, accompagnés de 458 blasons dessinés numériquement par mes soins. Ce travail fut certainement le facteur déclencheur et la confirmation de ma volonté de continuer l'armorial de Savoie. Mais pour se lancer dans un tel projet, il fallait créer une association et la mettre sous l'égide d'un descendant de l'auteur. Aussi, j'ai rencontré à plusieurs reprises feu le comte Xavier de Forat, chevalier de l'ordre des Saint-Maurice-et-Lazare, arrière-petit-fils du comte Amédée, qui a été séduit par le projet et par la notice généalogique que j'avais écrite sur sa famille. Il a bien voulu apporter un regard bienveillant en acceptant d'être président d'honneur de l'association des continuateurs de l'armorial de Savoie. Il a immédiatement envoyé des lettres d'introduction annonçant ma visite aux familles des continuataires, les Viry, Bouvier d'Ivoire, mais aussi au château de Menton, détenteur du fonds d'archives de son arrière-grand-père. Le comte Xavier de Forat m'écrivit en ces termes : « Je suis honoré de parrainer l'association des continuateurs de l'armorial de Savoie. Bien qu'exilé en France, je reste essentiellement savoyard et suis vraiment désireux de voir cette belle entreprise aboutir. Je conçois aisément que tout cela représente une somme de travail considérable et pour preuve, ayant envisagé moi-même de m'atteler à cette continuation, j'y ai rapidement renoncé. Le duc de la Force, président de la Fédération française de généalogie, me disait que l'armorial Forat était le plus réussi de tous. Vous avez entrepris d'actualiser l'armorial de Savoie et vous m'apportez la preuve que vous agissez avec la plus grande efficacité et la plus grande conscience. Persévérez, je vous prie. Je suis ravi et flatté que vous me demandiez de continuer sous mon égide. Pourtant, mon mérite le plus apparent n'est que d'être l'arrière-petit-fils de mon arrière-grand-père. Je vous félicite encore de vouloir actualiser la centaine de familles savoyardes subsistantes. C'est un beau travail. Il était aussi nécessaire de créer un cahier des charges, une charte graphique, un modèle de mise en page, de choisir un format et une qualité de papier, et enfin de rechercher des bénévoles sérieux pour m'aider à réaliser les généalogies. Durant quelques mois, l'hésitation et le doute se sont emparés de moi. Ai-je les capacités pour me lancer dans une telle aventure? Et surtout, vais-je tenir la longueur et la difficulté de l'épreuve? Mais au final, je crois que rien ne peut arrêter quelqu'un de suffisamment déterminé et la motivation reste le moteur essentiel à toutes les entreprises. J'ai décidé de continuer l'armorial de Savoie, mais en traitant uniquement les familles subsistantes dont un membre au moins était vivant en 1910. Si le dernier représentant d'une famille était disparu en 1909, cette famille ne rentrait pas dans le cadre de mon étude. Récemment, en consultant les archives de l'Académie chablaisienne aimablement mises à ma disposition par son président, M. Joseph Ticon, j'ai trouvé un inventaire du baron d'Ivoire concernant les familles subsistantes. Il inventorie 108 familles en 1954. En réalité,
Et dans le cadre que nous avons fixé, il reste en 1910, de façon non exhaustive, 130 familles subsistantes sur les 811 étudiées par le comte de Foras, sans compter les 500 familles qu'il a renvoyées au supplément et les familles qu'il n'a pas citées, comme les Perrier de la Bâtie, les Arminjon, les comtes Vernet, les comtes Fortis et d'autres encore. L'idée était d'élaborer 5 ou 6 volumes contenant chacun 20 à 30 familles, suivant une fréquence de 1 volume tous les 30 mois environ. Ce projet ambitieux paraissait assez effrayant. Aussi, j'ai voulu fédérer un autre chercheur passionné et aguerri aux méthodes du comte de Foras, qui avait déjà édité 3 ouvrages de qualité sur les thèmes de la généalogie, l'histoire et l'héraldique, et dont l'emploi du temps et le statut familial permettaient d'espérer une collaboration efficace et durable. Damien, greffier de Bellecombe, fut séduit par le projet et accepta immédiatement de se joindre à moi. Son implication fut totale et je l'en remercie vivement. Mais la synthèse et les observations pour chaque famille, ainsi que le rédactionnel concernant les personnages célèbres et l'histoire des châteaux, sans oublier une relecture attentive des notices, nous demandaient un temps considérable. Nous avions besoin de nous agréger une personne connaissant parfaitement l'histoire de Savoie, de ses princes, de sa noblesse et des châteaux qu'elle possédait. Et c'est tout naturellement que je me suis tourné vers Christian Regat, dont les talents d'écrivain et d'historien de la Savoie sont connus et reconnus. De plus, sa connaissance de l'héraldique, son expérience sur l'histoire des châteaux et la multitude d'ouvrages qu'il avait déjà écrits en faisaient un collaborateur et co-auteur parfait. Courageusement, il a bien voulu nous rejoindre dans cette folle aventure et je l'en remercie vivement aussi. À l'instar des 3 continuateurs de l'Armorial de Savoie, qui ont complété et enrichi l'ouvrage du comte de Foras, sans déroger à sa qualité et à sa fiabilité, nous essayons à notre tour de succéder à ces travailleurs passionnés et consciencieux, qu'on veuille bien nous pardonner notre témérité. Aujourd'hui, les outils de recherche sont bien plus efficaces et aisés que ceux dont disposait le comte de Foras. Nous bénéficions de l'état civil en ligne pour la Savoie, la Haute-Savoie, la France et une partie de la Suisse. Le tabellion et le cadastre sont disponibles directement sur nos écrans d'ordinateur. Notre bibliothèque, bien fournie sur le sujet, nous permet d'avoir à portée de main, bien sûr, le riche fonds de l'Académie de Savoie que Damien a entièrement numérisé avec plus de 3000 photos, bien sûr l'Armorial de Savoie du comte de Foras original et complet de ses 6 volumes, l'Armorial de Pagani, dit de l'Aiolo, manuscrit original qui a été reproduit et imprimé par la librairie La Licorne, l'Armorial du duché de Savoie que nous avons photographié aux archives de Turin, l'Armorial de Loches, propriété de l'Académie de Faucigny, qui nous a aimablement autorisé à le photographier, les armoriaux de Guichenon, Bresse et Bugey et Savoie, les armoriaux du Genevois de Galif et Mandreau, l'armorial du Chablais de John Ball, les armorials de Bresse et Bugey, d'Edmond Révérend du Ménil et de Jules Beau, l'armorial de Franchi Vernet et celui de Francesco Agostino della Chiesa en italien, l'armorial greffier, propriété des archives de la départementale de la Savoie, mais aussi l'armorial Balédier, copie contemporaine de l'armorial Van Helmont, un armorial des familles nobles savoyards à Turin photographié à la Bibliothèque royale de Turin, et un ensemble exceptionnel d'ouvrages et de manuscrits photographiés à Vesna provenant de la bibliothèque personnelle de feu Son Altesse Royale Victor Emmanuel de Savoie. Mais il nous manque 3 sources majeures auxquelles Foras n'a cessé de puiser. Il s'agit tout d'abord de l'armorial Besson, qui a longtemps été la propriété d'érudits savoyards, mais qui est introuvable actuellement. L'armorial Fernex, dont les dessins sont reproduits abondamment dans les séries de fiches du fonds de l'Académie de Savoie et qu'on ne sait où consulter. Et enfin, l'armorial Van Helmont, qui renferme une grande quantité d'armoiries bourgeoises. Il était exposé lors de l'anniversaire des 400 ans de l'Académie florimontane aux archives départementales d'Annecy. Il semblerait qu'il soit en cours de numérisation et que nous pourrons bientôt le consulter en ligne. Nous avons aussi la chance d'avoir accès au fonds d'archives du baron d'Ivoire déposé aux archives départementales de Haute-Savoie sous la code 43J, que beaucoup d'entre vous connaissent,
et également la chance de pouvoir consulter les archives de l'Académie chablaisienne dont Forat a été le président. Mais la source la plus abondante, la plus intéressante et la plus importante reste enfermée au château de Menton sous le titre « Fonds d'archives de l'Art royal de Savoie du comte de Forat », vendu par sa veuve au Menton après le décès de son mari en 1899. Ce fonds est actuellement réservé aux détenteurs de titres universitaires. Les 3 continuateurs que nous sommes ne possèdent aucun titre universitaire et l'accès nous est donc interdit. Mais depuis 125 ans, aucun universitaire ne s'est lancé dans la continuation de l'Art royal de Savoie. Ce fonds, qui par son essence est destiné à être exploité par les continuateurs de l'Art royal, reste, tel la Belle au bois dormant, en sommeil dans son château en attendant son prince charmant. Ce nouvel Art royal de Savoie, ou plutôt cet état de la noblesse savoyarde subsistante, est la suite du monumental travail du comte de Forat, mais avec quelques modifications. Pour donner tout son intérêt à l'ouvrage, nous avons décidé d'inclure dans chaque volume quelques familles que Forat n'a pas étudiées ou qu'il a renvoyées au supplément. Comme par exemple la famille Arminjon, inscrite à l'ANF, Association de la noblesse française, en 1983, à laquelle nous consacrons une notice de 36 pages et dont la généalogie est inédite dans les armoriaux. Comme aussi la famille de Fortis, dont la généalogie n'apparaît dans aucun ouvrage spécialisé. Une notice de 18 pages lui est consacrée, où l'on apprend que 3 des 4 frères ont reçu des lettres patentes de noblesse. La notice Gabet avait été renvoyée au supplément par le baron d'Ivoire. Elle est interdite, pardon, elle est inédite aujourd'hui et comporte 20 pages avec des articles historiques très intéressants. La notice Giraud de Montfalcon et de Montfalcon n'apparaît pas dans le Forat ni dans la liste du baron d'Ivoire. Elle est totalement inédite aussi et ne doit pas être confondue avec les de Montfalcon de Flaxieux. La notice Piléwil que Forat cite à la page 397 de son 4e volume avec la mention « Voir au supplément » a enfin rejoint l'Art royal de Savoie, forte de 22 pages et contenant une lettre autographe du futur comte qui écrit au roi pour obtenir des lettres patentes de noblesse. Les autres notices sont la continuation, mise à jour et correction de l'Art royal de Forat. Par exemple, la notice anglais était cantonnée dans un bas de page. Or, elle est subsistante dans ce premier quart du XXIe siècle et depuis le 2 juin 1865, date à laquelle Forat a écrit cette page, 172 porteurs du nom sur 6 générations sont issus de Jean-Marie Anglais. La suite de l'Art royal de Savoie prend ici tout son sens. En ce qui concerne la notice de la famille Lafaberge de Montpont, une branche dont Forat n'a pas pu établir précisément la généalogie existe toujours sous le nom de Lafaberge de Bévy. Cette notice est également inédite. Techniquement, chaque notice comprend une page de titre, une page d'observation concernant la famille, une page de présentation semblable à celle que nous proposait le comte de Foras avec les armoiries de la famille, la description héraldique, son origine, ses titres, ses fiefs, et au bas de la page, les sources consultées pour l'élaboration de cette notice. Les autres notices qui ont déjà été étudiées par Forat font l'objet d'une vérification minutieuse. De nombreuses corrections et de copieux ajouts ont été apportés. Nous nous efforçons de donner pour chaque individu ses dates et lieux de naissance, mariage et décès, les noms et prénoms du conjoint, avec ses dates, lieux de naissance et décès, ainsi que le prénom du père et les noms et prénoms de la mère. Quelquefois, lorsque l'information est accessible, nous donnons même des renseignements concernant les beaux-parents. Nous essayons de renseigner aussi les études supérieures, les diplômes, les professions, les charges et les décorations. Alors, prenons l'exemple de Michel Portier de Belair. Ici, dans le Forat. Sa date de naissance est extraite, alors je lis avec vous, donc Michel Seigneur de Belair, né le 30 octobre 1707, a eu pour parrain son oncle Michel Portier ci-dessus. Alors, sa source
État civil de Rumilly, mémoire de la Société savoisienne d'histoire, tome 38. Donc Forat n'a pas vérifié à l'état civil. Il a eu un ouvrage tiré de la SSHA qui s'appelle l'État civil de Rumilly, mais dont Munier a récolté que les familles nobles et bourgeoises. Mais quelquefois, les noms étaient estropiés. Il ne savait pas que ça faisait partie de la noblesse ou de la bourgeoisie. Et il y a des manques. Et donc Forat n'a pu consulter, il n'est pas allé consulter l'état civil de la ville de Rumilly. On va comparer donc Forat, donc ça c'est Forat, et là on vous montre la continuation, où dans la famille Portier de Bel-Air, évidemment, on a repris le même personnage. Alors, bien sûr, dans chaque généalogie, en début de notice généalogique, on répète ce petit lexique où vous voyez que le petit rond, ça veut dire né, pour ne pas écrire ça tout le temps. Décédé, c'est une petite croix. Épouse, c'est un X majuscule. AP avec postérité, SP sans postérité, etc. Donc, ici, c'est le même encart, je vous le remontre, que celui-là, mais avec notre version. Alors, vous voyez qu'il est né à Rumilly le 30 octobre et baptisé le 2, donc c'est très détaillé. Il est mort à Vue-la-Chaise, il manque un d'ailleurs, le 18 avril 1744, et il épouse à Rumilly. Donc on a la date de mariage, date et lieu de mariage, date et lieu de naissance, date et lieu de décès. Pour son épouse, on a sa date et lieu de naissance, sa date et lieu de décès, alors que, je vous remontre Forat, donc on voit qu'il épouse, donc troisième ligne, alors, je vais vous montrer ici, là, voilà, il épouse Anne-Jacqueline Greffier, fille de Noble Joseph. Alors cette Anne-Jacqueline, on ne sait pas où elle est née, on ne sait pas quand elle est née, on ne sait pas quel âge elle a, voilà, on a assez peu d'informations. On sait juste qu'elle est fille de Joseph, on ne connaît pas le nom de sa mère. Donc les informations, il met ce qu'il a trouvé, le pauvre. Il a trouvé que l'épouse a été marraine, qu'elle est morte veuve. Donc les petites informations qu'il a pu glaner, il les met. Mais par rapport à évidemment, nous on a plus de moyens pour aller chercher les infos. Donc là, il y a absolument tout ce qui est possible de dire sur ce couple. Donc ici, entre parenthèses en haut, donc vous voyez ces petites lettres qui sont toujours au-dessus de l'article de chaque personne. N veut dire qu'on a consulté, qu'on a archivé l'acte de naissance. M, l'acte de mariage. D, l'acte de décès. Et en bleu, N, l'acte de naissance du conjoint, l'acte de décès du conjoint. Donc vous voyez déjà que pour ce personnage, on a déjà 5 copies d'état civil. Voilà. On sait de plus qu'elle est fille de Joseph. Joseph, en plus, on a ses dates extrêmes, 1674, 1743. Il était juge-mage du Genevois et du Faucigny en 1713. Lui-même était fils d'un autre Joseph, 1634, 1694, et de Claudine Falca. Donc là, en un seul coup d'œil, Joseph Portier de Bel-Air qui est en dessous, il voit son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère. Donc pour ceux qui font de la généalogie, des recherches, qui cherchent des informations, il y a une quantité d'informations importante. Mais de même, hop, on voit que la belle-mère de Michel Portier de Bel-Air, Joachim Viguier, est fille de Antoine et de Marguerite Varro. Donc on essaye, là je vous ai montré ça pour montrer vraiment tout ce qu'on essaye de mettre pour chaque individu. Voilà. Alors, pour ne pas reprendre l'intégralité, parce que bon, il y a certaines familles, il y a des pages et des pages de tableaux généalogiques qui seraient un peu inutiles de répéter dans la suite de l'armorial, puisque, comme son nom l'indique, on fait la suite. Donc là, on récapitule. Vous voyez, ici, il y a 900 ans de généalogie récapitulée sur 26 générations. En haut, on est en 1130, en bas, on est en 2024. Donc,
ça permet, c'est uniquement les mâles ayant eu des mâles. Donc ça permet d'avoir un coup d'œil sur une double page de la généalogie quasi complète. Bien entendu, bon, il n'y a pas les sœurs, il n'y a pas les frères qui n'ont pas eu d'enfants, évidemment. Mais alors nous, dans notre jargon, on appelle ça le squelette. Il est en début de chaque notice et permet de repérer, avec le numéro des générations, qu'on met toujours en rouge et en romain, vraiment le concentré de la généalogie familiale. Alors, dans chaque notice, vous voyez ici, tout en haut, on voit le chiffre 8. Donc cette notice Alexandrie d'Orangiani, on a commencé à la génération 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 7 premières générations de Donné-Fora, on n'a rien rajouté. Alors, c'est sûr que si on n'a pas l'armorial de Fora avant, bon, c'est quand même... on a le squelette, quoi, hein, donc on peut se référer au squelette, mais si on a besoin de savoir en 1200 ou en 1400 quelle était la sœur d'un tel, ben, on n'arrivera pas à avoir l'information. Par contre, à partir de cette 8e génération, on a une généalogie très très détaillée, avec, comme je vous le disais avec Michel Portier de Belair, tout ce qu'on a pu glaner. Alors il y a des endroits ici où vous voyez les petites lettres, donc on a tout trouvé, naissance, mariage, décès, des fois testament, lettre patente, faire part, contrat de mariage, etc. Et puis des fois on ne trouve rien parce qu'il est né à Turin ou elle est née à l'étranger, ou voilà. Donc en plus, Fora, lui, quand il arrivait en bas de page comme ici, il mettait une petite ligne ondulée pour renvoyer à un autre tableau la descendance de ce personnage qui était en bas de page, qui se retrouvait en haut de page. Donc nous, on est dans le même cas de figure. Alors, vous voyez par exemple ici, voir descendance Ré des 12, ce personnage, on le répète. Vous voyez, hop, on le répète, c'est-à-dire, c'est la suite de la page Ré des 8, article déjà cité, comme ça la personne sait que ce n'est pas un nouvel article, et on rappelle même ses parents, fils de François et de Sophie de Menandeville, donc ça évite, parce que moi j'ai eu beaucoup de difficultés avec Foras, parce que chaque fois je tournais les pages, parce que d'un côté il y avait l'article, et de l'autre côté il y avait la généalogie, mais on ne se rappelait plus de l'article du protagoniste de tête. Donc, bon, ça demandait beaucoup de manipulation, et j'ai essayé de trouver un palliatif à cet état de choses. Deuxième chose, dans le Fora, il y a des fois des articles de jusqu'à 50 lignes, notamment chez les Seyssel, et on avait besoin de savoir le nom de l'épouse de ce personnage, il fallait lire les 50 lignes. Or là, en mettant le nom du conjoint en bleu, immédiatement, on a le nom du conjoint. Et en plus, on a son blason à côté. Donc si on a besoin de reconnaître un sceau d'alliance ou une vaisselle, une argenterie armoriée, etc., tout de suite, on peut trouver l'alliance en ayant les Rédé du Lpillère et par exemple les Pasquier de Franquieux qui sont là. Alors, évidemment, comme nous sommes des passionnés d'héraldique, à la fin de chaque notice, nous récoltons tous les blasons de la famille trouvés dans différents ouvrages, sur les objets, les vitraux, les frontons de châteaux, etc. Et la dernière page fait un petit rappel à Fora. Donc ça, à la fin de la notice Alexandrie, vous avez le début de la page d'Amédée qu'Amédée de Fora avait consacrée à cette famille. Donc c'est un petit clin d'œil, un petit rappel, parce qu'en plus, ces pages sont magnifiques, donc on en profite pour les mettre. Voilà. Alors, tous les blasons qu'il y a tout le long donc, des généalogies, non, elles ne sont pas détaillées, il n'y a pas de description héraldique, il n'y a pas l'origine de la famille, etc. Donc on a fait un armorial, comme Fora voulait le faire dans le prospectus dont on a parlé tout à l'heure. Donc on a fait un armorial à la fin qui rassemble tous les blasons qu'on a dessinés tout au long des notices, avec la description héraldique, l'origine de la famille et surtout la source, c'est-à-dire où est-ce qu'on a pris l'information pour dessiner
ce blason. Alors tous les blasons ont été dessinés par nous. Hein, voilà. Et après l'armorial, on trouve évidemment l'index des noms de famille. Alors ça, c'est sensationnel parce que quand je consulte des ouvrages et qu'il y a la liste des noms à la fin, alors on gagne un temps colossal, comme je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs parmi vous, et je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire, parce que là, on va direct à l'essentiel. Voilà. Pour finir, les notices généalogiques sont agrémentées de photos de famille, de photos de tableaux, d'objets armoriés, de châteaux, de documents anciens, de lettres patentes. Cette riche iconographie, très souvent inédite, est une véritable sauvegarde des documents familiaux. En effet, j'ai trop souvent été stupéfait de découvrir lors de nombreuses ventes aux enchères le patrimoine des familles qui avait été péniblement accumulé durant plusieurs générations, dispersé en quelques heures, sous les coups irrévocables du marteau du commissaire-priseur. Tout y passe. La bibliothèque, les meubles, l'argenterie, la vaisselle, les tableaux, les médailles, les épées, les bijoux et même les archives. Cet ouvrage voudrait être le dernier rempart avant de laisser s'encire la mémoire familiale dans les abysses du temps. Les photos des châteaux sont accompagnées d'une histoire rédigée par Christian Regard, fondée sur la mémoire familiale, la recherche personnelle et la consultation de nombreux ouvrages savoyards comme Chapier, Brocard et Sirot, Blondel, Regard, Le Tange, Picard, Dubois-Mély, Guy et plus récemment Gombert et Copier. Globalement, les membres contemporains des familles étudiées ont participé très activement à l'élaboration de leurs notices. Ils nous ont ouvert de la manière la plus aimable leurs châteaux, leurs archives, et nous ont fourni une multitude d'informations, de corrections et d'ajouts. Ici, on découvre un document excessivement rare pour nos yeux de Savoyards. Il s'agit de lettres patentes élevant l'impétrant au titre de comte par Sa Majesté Victor Emmanuel III, roi d'Italie, le 15 février 1932. Ce document magnifiquement enluminé nous a été envoyé par la branche Constantin de Manny, restée en Italie en 1860. Voici une lettre écrite au roi par le futur comte de Forti, dont le portrait est à l'Académie de Savoie, demandant d'acquérir la noblesse accompagnée du titre de comte. Ce document, issu des archives de cour de Turin Piazza Castello, côté Mazzo 7, n'a pas été consulté depuis plus d'un demi-siècle. Ce premier volume, paru en novembre 2020, a nécessité 3 ans de travail. Il a été étiré à 430 exemplaires et il est aujourd'hui épuisé. Il a été aimablement préfacé par Feu Son Altesse Royale Victor Emmanuel et par notre président Laurent Périlla, qui a parfaitement appréhendé et analysé cette continuation de l'armorial de Savoie. Nous avons récolté 274 souscriptions pour une commande de 361 exemplaires. Certains souscripteurs ont commandé jusqu'à 6 volumes. On le trouve aux archives départementales de Savoie, aux archives municipales d'Annecy, à la Bibliothèque royale de Turin, à la médiathèque d'Annecy et à celle de Chambéry, à la Bibliothèque de Genève, au département de la Haute-Savoie, Unité Archéologie et Patrimoine, à l'ANF, donc Association de la Noblesse Française, et auprès de presque toutes les sociétés savantes de Savoie et Haute-Savoie. Son Altesse Royale, le Prince Victor Emmanuel de Savoie, a souscrit, ainsi que Son Altesse Royale Charles de Bourbon et de Sicile, et son Excellent Johannes Niederhauser, grand chancelier des ordres dynastiques de la Maison de Savoie. Amédée de Forat serait heureux, je crois, de savoir que son armorial continue son chemin et qu'il remporte toujours autant de succès. On retrouve d'ailleurs quelques familles qui avaient souscrit à l'armorial de Forat et qui ont souscrit à la continuation, comme les Anglais, Buté, Chevron-Villette, Constantin de Manny, Fafé du Noyer, Greffier de Bellecombe, Dumilly de Chevilly, de la Forêt d'Yvonne, de Forat, de Menton d'Avierne, Michaud, Doncieux, Pacoret de Saint-Bon, Portier de Bel-Air, Regard de Villeneuve, de Seyssel, Rédé de Villepierre, Regnault de la Noix de Pissy, de Metz, de Mouxy, de la Faverge, de Riva, de Cordon, du Verger de Saint-Thomas, Ferney, de Montgé, etc.
dès le premier volume, nous avions choisi sur le premier plat de couverture d'y apposer les armes de Savoie. Et nous avions demandé à un artiste peintre et héraldique, Laurent Granier, de Lyon, de nous illustrer la jaquette et la page de titre par une composition héraldique rappelant la maison de Savoie. Pour le deuxième volume, nous avons fait appel à un autre artiste, peintre en héraldique, Marc Maillot, qui a réalisé une fort belle œuvre. À peine avions-nous achevé l'impression du premier volume que déjà nous finalisions la liste des familles du deuxième. Ce choix des familles se fait en fonction de l'opportunité et selon une seule logique, récolter la généalogie de la famille facilement, cela grâce à une généalogie déjà publiée ou avec la complicité d'un membre de la famille qui s'intéresse à ses ancêtres et à sa généalogie. Et l'on peut dire que pour les deux volumes, nous avons trouvé de véritables partenaires dans presque toutes les familles, excepté naturellement celles qui étaient éteintes depuis plusieurs années. Ce deuxième tome était prévu pour Noël 2023 et serait sorti 3 ans avant le premier, mais à l'instar d'Amédée de Forat, nous étions en constante recherche du mieux, du plus beau, du plus documenté, toujours insatisfaits de l'acquis. Le problème, c'est que cet état de choses est chronophage et que nous n'avons pas pu tenir les délais. Le livre est sorti des presses 2 mois plus tard, en février 2024, soit 39 mois après le premier volume. Fort de cette expérience, nous nous sommes organisés différemment et pour le tome suivant, nous avons trouvé quelques économies de temps. Mais le plus chronophage est sans doute la réactivité des familles, quelquefois bien lentes à répondre à nos demandes. Par exemple, Damien, qui s'est occupé des branches américaines de la forêt d'Yvonne, a relancé une multitude de fois les interlocuteurs outre-Atlantique en anglais, mais les résultats ont été décevants. Alors, quelquefois, ils nous envoyaient pour une date de naissance juste l'année. Alors, c'était un peu court. Alors, on attendait mieux, on réclamait. Nous avons dû nous contenter de réponses sommaires et peu précises. Les relances n'ont fait que retarder la clôture de la notice. Préfacé par son Altesse Royale Charles de Bourbon et de Sicile, qui est savoyard par sa mère, né Chevron-Villette, le deuxième tome a été tiré à 530 exemplaires, soit 100 de plus que le premier. Nous avons recueilli 305 souscriptions pour un total de 408 exemplaires, soit 31 souscriptions de plus que le premier volume et 47 exemplaires supplémentaires. 191 personnes ont souscrit et commandé les 2 volumes. À ce jour, 470 exemplaires ont été livrés sur ce deuxième volume. Et comme dans le Forat, le deuxième volume contient 2 pages d'addenda au premier volume et la liste des familles est complétée par un rappel des familles étudiées au premier volume. Le deuxième tome accueille 21 familles supplémentaires, ce qui porte à 42 le nombre des notices étudiées. Nous avons traité 2 grosses familles, de la forêt d'Yvonne et les de Mestre, dont les notices font respectivement 68 et 70 pages. La première a essaimé dans la France entière, mais aussi en Italie et aux États-Unis. La deuxième possède 2 branches distinctes en Italie. Alors, penchons-nous un instant sur la notice de maître de Forat. Voilà. Là, ici, c'est l'armorial de Forat, qui, pour les Mestres, commence la généalogie à André Mestre. Voilà, je vous l'entoure ici. Donc André Mestre, c'est le père de François-Xavier, anobli avec le titre de comte. Il ne donne pas ses dates et lieux de naissance, ni ses dates et lieux de mariage, ni les dates et lieux de naissance et décès de son épouse, et encore moins son ascendance. Il dit qu'il a eu de nombreux enfants, dont François-Xavier, sur lequel il y a un très copieux article, et ne cite pas la fratrie, excepté son soi-disant frère, le comte Jean-François Mestre, de Castelgrane de Cara, dont il ne donne pas la généalogie. À l'inverse, notre travail présente la notice de maître, originaire de Nice, dès son premier degré connu, c'est-à-dire 5 générations au-dessus des recherches de Forat, au-dessus d'André Mestre, avec lequel Forat commence. Ces 5 degrés
Ces 5 degrés sont prouvés grâce au registre d'état civil de la paroisse Sainte-Réparate à Nice, qui sont d'ailleurs libellés en niçois. Il a fallu 3 mois de travail journalier pour en venir à bout. D'ailleurs, je vous propose une petite expérience. L'acte de naissance d'André Mestre, le père du comte François Xavier. Alors, on va faire un petit agrandissement, voilà, et on va le grossir. Hop. Alors, vous voyez que, bon, c'est pas du niveau de Laurent Perria quand même, parce qu'on n'est pas dans mais c'est quand même pas évident à déchiffrer. Andrea, figlio del signor Francesco Mestre e di Margarita sua moglie, nato il 20 dito, donc susdit, battezzato da me, par moi, Jean-François, c'est impossible de trouver le nom du curé. Il padrine, donc le parrain, il signor trésorier Andrea, j'ai pas réussi à lire le nom, il est ici, là, mais Flox, voilà. Et la madrine, donc la marraine, signora Ludovica sua moglie. Alors le problème de ces registres paroissiaux de Nice, c'est que l'épouse, il n'y a que le prénom, tout le temps. C'est une vraie galère pour savoir comment s'appelle l'épouse. Il faut retrouver la date de naissance de l'épouse pour avoir le nom du fille d'eux. Donc ça prend un temps colossal. Mais on a tout trouvé. On a été courageux là-dessus parce que les 5 degrés sont... alors vous voyez peut-être pas bien sur la photo, mais tous les degrés, il y a au moins un article d'état civil, un document d'état civil par étage, minimum. Et là, ici, pour le grand-père de François-Xavier de Mestre, on a tout, naissance, mariage, décès, naissance de son épouse, décès de son épouse. Voilà. Et pour revenir au frère, soi-disant, comme j'ai dit, de François-Xavier de Mestre qui est parti en Italie, eh bien, c'est pas son frère, c'est son oncle. Voilà, donc son oncle, dénommé Jean-François, comte de Castelgrana, et en fait c'est son oncle anobli avant son neveu, déjà consul de Nice. Il s'était acheté les comtés de Castelgrana et de Cara. D'ailleurs à Nice, il y a une plage qui s'appelle la plage de Cara, donc on suppose que c'est à cet endroit qu'il y avait la seigneurie. Sa descendance s'est installée en Italie. Alors Forat n'en parle pas du tout, hein, bien sûr, mais nous avons pu faire la généalogie inédite, complètement inédite, même pas en italien, elle existe, de la branche niçoise des deux Mestres qui est partie en Italie et qui s'est éteinte à la fin du XIXe siècle. Voilà. Alors, grâce à nos recherches, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, les Mestres de France et les Mestres de Savoie avaient signé un contrat, enfin un pacte de cousinage, et chacun reconnaissait que les ancêtres, les Savoyards reconnaissaient que leurs ancêtres étaient français, et enfin un ancêtre commun. Alors on ne savait pas si c'était un Français qui était là en Savoie ou un Savoyard qui était là en France. Bref, ils disaient qu'ils étaient cousins. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Alors pourquoi ils ont dit ça? Parce que c'est l'époque de Xavier et Joseph de Maistre. Et la noblesse des Mestres de France avait 200 ans de plus que celle des Mestres de Savoie. Et l'aura de la noblesse des Mestres de Savoie était largement plus brillante que celle des Mestres de France. Du coup, tout le monde était content. Ils s'appelaient cousins et par la suite, ils ont été les parrains et les marraines des uns et des autres de chaque côté. Sauf qu'avec la continuation de l'armorial de Savoie, ben, tout ça tombe à l'eau, tout est prouvé et donc on n'a plus de place pour les affabulations. Alors, une autre histoire qui est quand même assez rigolote, parce que Forat, donc là c'est l'armure de Forat, qui traite les Michauds en disant que les Michauds de Beauretour, qui sont à gauche
et les Michauds d'Albins qui sont à droite, ben, c'est la même famille, c'est la même souche. Bon, pas du tout. Au début de son 4e volume, Forat traite la famille Michaud sans savoir qu'il y avait en fait 2 familles Michaud, homonymes et complètement étrangères l'une à l'autre. Il présente les Michaud de Beauretour qui ont reçu le titre de comte avec des armoiries que vous découvrez à gauche de l'écran, et les Michaud d'Albins qui ont reçu le titre de baron avec les armoiries que vous découvrez à droite de l'écran. Il rappelle même les Michaud de Corcelles, dont Guichenon, dans son ouvrage, a fait la généalogie, en disant qu'ils pourraient être tous de la même souche. Or, il s'avère que ces 3 familles n'ont aucun lien entre elles. Voici le tableau généalogique de Forat rassemblant les 2 branches Michaud. Donc tout en haut, vous voyez Humbert Michaud, marié, épousa Jacqueline Pilet, Alexandre, etc. Et cet Alexandre a eu 3 enfants. Donc, François-Louis Michaud, donc, que j'ai agrandi à droite de l'écran. Alors, vous voyez, François, lui, né à Mognard le 22 mars 1687. Donc là, on sait quand il est né, où il est né. Il s'établit à Faucigny, quand, où, on ne sait pas, où il épousa une Gerdille, on n'a pas le prénom, on n'a rien. Et ce couple a un fils, Joseph, né à Morillon en 1704. Sauf qu'entre 96 et 1704, il y a 8 ans. Ça veut dire qu'il s'était marié à 8 ans, c'est dans le Forat, sous vos yeux, donc vous voyez que tout le monde peut faire des erreurs, y compris notre grand Amédée de France. Voilà. Donc là, on ne pouvait pas laisser passer ça, on s'est dit quand même, si, bon, Forat, ça, manifestement, bon, il s'est emmêlé les pinceaux, puis il n'a pas de preuves, il n'a pas bien, enfin, il n'a pas pu chercher, ou il n'a pas pu écrire, au curé pour avoir des informations parce qu'il ne connaissait pas l'endroit où cette Gerdille habitait. Enfin, c'était vraiment difficile apparemment à trouver les informations. Par contre, le Joseph, né à Morillon, tout ça, après c'est juste, c'est la liaison là qui est un peu aidé par le cousinage, par les 2 familles qui poussent un peu de l'épaule pour que le rêve devienne réalité. Alors, François-Louis Michaud, que j'agrandis à droite de l'écran, est né à Mognard en 1695, il épouse une Gerdille, donc ça je vous l'ai dit. Nous voilà confrontés à un problème que l'on ne peut ignorer en tant que continuateur de l'armorial de Savoie. Damien a récolté tous les actes d'état civil qu'il a pu en épluchant les registres d'Albins et de tous les environs. Mais la lumière est venue de Morillon, petit village perché dans le Haut-Faucigny, entre Taninges et Sixte, fer à cheval, tout près de Samoin. Les registres d'état civil de la paroisse sont on ne peut plus éloquents. Nous avons effectivement trouvé un François-Louis Michaud, mais il n'est pas né à Mognard en 1696, mais à Morillon 30 ans plus tôt, le 8 août 1663. Il est dit fils de Jean venu de Picardie, et pas d'Alexandre de Mognard. Nous avons retrouvé ses actes de naissance, mariage, décès, ainsi que l'acte de naissance de son épouse. Et pour son père, qui s'est marié 2 fois, nous avons retrouvé les actes de ses 2 mariages, son décès et celui de ses 2 épouses. Certes, les généalogies de Forat concernant les 2 branches étaient courtes mais justes. Par contre, le raccordement entre elles était tout à fait fantaisiste. Malheureusement, la légende qui rassemblait et cousinait les 2 branches faisait la fierté des uns et des autres a été balayée et les anciens cousins de sang sont devenus des cousins de cœur. Mais la vérité et la crédibilité de l'armorial sont sautes. La notice de Chevron-Villette, famille de noblesse immémoriale et chevaleresque, nous livre une page rassemblant tous les porteurs anciens du nom remontant jusqu'au XIIe siècle. Donc ça n'a jamais été fait. Il y a un bon tiers des noms qui n'existaient pas et que Forat n'a pas connus. En plus, il a mélangé les Villettes de Faucigny avec les Villettes de Tarentaise des alentours de Moutier, etc. Donc là,
ça a été validé par François de Meaux, professeur d'histoire médiévale. Jean de Chauvron-Villette était content de pouvoir avoir enfin rassemblé dans une double page tous les noms épars qu'il avait pu retrouver dans divers documents. Alors, là, toujours pour les Chauvron-Villette, donc la descendance donc, de notre Savoyarde née Chauvron-Villette avec Bourbon des Deux Siciles réunit l'héritier de la famille Napoléon, Bonaparte, et en même temps l'héritier des Bourbons des Deux Siciles. Donc dans une même fratrie, ils ne sont que trois, mais le garçon donc, a relevé les Bourbons des Deux Siciles, bien sûr, donc c'est le prince actuel. Et sa sœur aînée s'est mariée avec l'héritier de la maison Bonaparte. Donc vous voyez, sur cette double page, on a quand même des photos assez exceptionnelles voilà, qui ont été directement données par le prince. Voilà. Alors, ici, c'est la famille Vialet de Montbel. Alors, la famille Vialet de Montbel, une des filles s'est mariée avec un noble de l'autre côté des Alpes, en Piémont, dans la vallée d'Aoste, qui s'appelait Bic et qui a été baron, qui a été fait baron. Nous devons... Alors, cette famille deviendra illustre et sera connue dans le monde entier, bien entendu, puisque c'est la troisième génération des barons Bic a créé le fameux stylo Bic qui aujourd'hui se vend absolument sur toute la planète. Voilà. Alors, la notice Millet de Faverges et de Chasles a bénéficié d'une iconographie tout à fait exceptionnelle, notamment un arbre généalogique de 4 mètres de hauteur et de 2 mètres de largeur, entièrement peint à la main, ainsi que de nombreux parchemins. Nous avons été invités au château de Sury dans le Nivernais pour étudier les archives de la famille. C'était absolument incroyable. Des cachets de cire, des centaines de cachets de cire dans leur boîte originelle, des parchemins incroyables. Regardez, c'était époustouflant. Alors évidemment, les 21 familles du deuxième tome nous révèlent de nombreuses informations et iconographies inconnues, inédites et souvent surprenantes. Mais à peine avions-nous fini d'expédier les 450 exemplaires du deuxième volume que déjà nous formalisions les familles prévues au troisième tome. En voici la liste en avant-première. Aujourd'hui, presque un an après la publication du deuxième tome, 10 familles sur les 21 prévues sont terminées. L'une des notices concernant la famille Morand de Confinement sera exceptionnellement documentée puisque nous avons eu entre nos mains le fonds d'archives de la famille, soit 38 gros cartons qui trônaient dans la salle à manger et mon épouse se demandait quand est-ce que j'allais les livrer aux archives départementales. Elle a été bien courageuse. Et durant plus de 4 mois, nous avons trié, défroissé, déchiffré, lu, photographié, compilé ces archives dont les plus anciens documents datent du XIVe siècle. Nous nous sommes rendus compte que d'autres chercheurs avaient exploité ce fonds, mais des chercheurs à 4 pattes. Pouvoir profiter d'une telle quantité de documents anciens est très rare. L'ensemble des parchemins, et ils sont nombreux, plus d'une centaine, ont été visés par le comte de Forat. Et après avoir glané tout ce qui pouvait nous servir à la continuation de l'armorial, nous avons, selon le vœu de la famille, livré ce magnifique fonds aux archives départementales de Savoie.
Madame Florence Baum, directrice des archives du patrimoine et des musées, a été ravie de le recevoir. Je profite de cette communication pour remercier toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui à un moment ou à un autre nous ont aidés, nous ont communiqué des informations, des adresses utiles, des documents, des photographies, etc. Cet armorial est avant tout une œuvre collective. Je vous remercie de votre attention. C'est pas trop long, hein,